Je disais, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être là avec nous et faire cet échange autour du BIM. Euh, Dès que la caméra est prête, je reviens sur la formation. Voilà, parfait. Alors on commence juste par un petit tour pour mieux se connaître. Le bureau d'études que je dirige, Amiens Ingénierie, qui travaille avec les moniteurs depuis quelques années sur les formations, est un bureau d'études qui travaille en BIM et qui a commencé en 2008 sur des très grands projets. Et qui ces dernières années a travaillé avec des experts de la profession tels que vous êtes au développement des pratiques du BIM en France, mais également à l'international, vu que la France est un pays qui a un ressort et qui est bien connu dans le monde du bâtiment dans le monde. Et les projets sur lesquels nous avons participé, c'est des projets qui vont du grand bâtiment privé au bâtiment public et aujourd'hui on descend jusqu'à l'échelle du logement. Euh, logement pas privé puisque notre entreprise n'en fait pas, mais on participe avec d'autres ingénieurs et architectes qui souhaitent, dans le cadre de leur activité, de toute échelle, euh, rentrer dans les domaines du BIM avec les bons armes et avec les bonnes connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va donc voir ensemble qu'est-ce que c'est le BIM, mais juste rapidement, juste pour qu'on ait tous la même notion de ce que ça veut dire. Euh, il y a quelques temps, on parlait de BIM comme étant une maquette numérique. Aujourd'hui, on en est arrivé, fort heureusement, au moins à un stade dans lequel tout le monde a compris que derrière cet acronyme, Building Information Model, il se cache quelque chose de plus qu'un simple modèle 3D. Euh, Par ailleurs, le modèle 3D était déjà connu depuis des années par les architectes, donc on n'aurait pas fait toutes ces études et on ne serait pas lancé à chercher comment mieux rentrer dans ces domaines si il avait été déjà aussi connu que ça. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce bâtiment informatisé et modélisé? Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Eh ben, c'est tout un système dans lequel on parle d'information, donc de data, qui permettent de mieux connaître un objet, un bâtiment. On parle d'un bâtiment au départ, mais vous verrez, c'est la ville, c'est les infrastructures. En fait, l'acronyme BIM, dans le sens large du terme, on va dire plutôt dans le sens anglais du terme, veut représenter tout ce qui concerne la construction, le construit, que ce soit de la villa, de la maison unifamilière jusqu'à l'infrastructure, la ville et les territoires. Et qu'est-ce qu'on met dans ces modèles 3D qui sont renseignés? On met tout type d'informations qui puissent nous servir au départ pour mieux connaître ce qu'on est en train de faire comme projet, pour mieux connaître notre patrimoine existant, et puis in fine, peut-être mieux le gérer, mieux le faire évoluer, mieux pouvoir interagir avec les occupants de ces bâtiments pour augmenter la qualité de la viabilité à l'intérieur du bâtiment. Les motivations pour lesquelles on peut faire du BIM sont diverses. On ne pourra pas tous les traiter ici. Les BIM, vous verrez, c'est pas un sens unique. Il y a plusieurs voies pour l'affronter. Il y a plusieurs directions vers lesquelles le BIM nous amène. Et j'espère qu'on aura un moment pour en échanger. C'est pas ici, mais dans les cadres peut-être des quelques formations dans lesquelles vous amènerez aussi votre point de vue par rapport à ces sujets. Alors, où en sommes nous aujourd'hui en France? J'ai mis une image un peu parlant sur l'état des technologies. On parle d'abord de ça, parce que la technologie, c'est l'un des grands sujets du BIM. Parce que quand je démarre mon travail au BIM, je dois changer complètement toutes mes technologies. Et j'ai mis exprès deux images qui sont à l'opposé, mais qui représentent bien l'état actuel de la mise en place du BIM en France. Nous avons des cabinets d'architectes, des ingénieurs aussi, qui sont tout à fait en train de travailler en mode traditionnel. Et en même temps, on a des projets, on a des chantiers, on a des essais dans lesquels on parle déjà de VR, donc dans lesquels on se retrouve avec des masques à faire des visites virtuelles des bâtiments construits à partir de maquettes numériques BIM. L'écart donc technologique et d'utilisation, surtout des technologies en France, est aujourd'hui assez vaste. Et l'image, elle se veut exprès un peu provocatrice, mais c'est malgré tout la réalité du marché aujourd'hui.
Et c'est une réalité qui va continuer à persister même si vous démarrez en BIM demain. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de votre premier projet, vous aurez abandonné toutes les technologies que vous avez en main. Pourquoi? Parce que certains des intervenants qui travaillent en BIM ne doivent pas seulement apprendre de nouveaux logiciels, certains, ils ont à apprendre de nouvelles méthodes de travail et peut-être à ne pas utiliser ces nouvelles technologies, mais à utiliser les datas qui sont extraits de ces nouvelles technologies. Donc l'écart aujourd'hui de ces technologies en France, il est existant, mais ça n'a pas empêché du tout la mise en place des pratiques BIM à toute échelle de projet. Je peux vous donner une idée d'un autre exemple sur des projets dans lesquels on combine infrastructure et bâtiment, donc des projets quand même dont le budget est plus de 2 milliards d'euros. On s'est dit, pour ce type de projet, tout le monde peut avoir les meilleures technologies à la page et peut être hyper équipé des meilleurs logiciels et des meilleurs outils de travail. Et bien sur ces projets, on a des ingénieurs qui travaillent en classique, mais qui reprennent leurs informations à partir des données qui leur sont créées, organisées via des outils, des technologies très avancées et via des méthodologies, surtout des travails en BIM. Donc la technologie, oui, il y a un grand écart, mais on va pas se faire peur et on va pas se dire que c'est le frein de la mise en place du BIM. L'état actuel des choses en France, il faut l'affronter aussi du point de vue des normes et des réglementations. Où on en est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a juste inséré un acronyme dans la vie de tous les professionnels dans le monde de la construction en disant vous faites du BIM et puis ça? Ou est-ce que quelqu'un a pensé à le normer et comment ces normes sont arrivées jusqu'à nous? Alors aujourd'hui, il faut dire que plusieurs essais, plusieurs ateliers pour normer les éléments du BIM sont en cours. Mais aujourd'hui, il n'existe pas le panel complet des informations et des normes et des réglementations qu'il nous faudrait pour la mise en place du BIM. Ça veut dire donc que le BIM n'est pas contractuel? Pas du tout. On peut faire des projets, et d'ailleurs on fait des projets publics en BIM, dans lesquels c'est clairement identifié la partie du BIM et la partie, par exemple, qui suit la norme de la loi MOP, par exemple. On arrive donc à contractualiser le BIM dans un projet privé comme public. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une situation entre deux. On voit qu'on sort de la situation des articles dans laquelle on n'a rien et on doit faire un peu tout seul. Et on va vers une situation dans laquelle les choses commencent à s'écadrer, surtout parce que l'État, il a lancé maintenant depuis 2012, mais encore plus activement depuis 2014, toute une série de appels d'offres qui lui permet au fait de commencer à comprendre ce qui se passe réellement dans le panorama de la construction, du bâtiment, de la gestion immobilière autour du BIM. Donc on n'est pas abandonné, on n'est pas tout seul, c'est un chemin qui s'est fait. L'effet effectivement que toutes ces informations ne sont pas encore à notre disposition parfois peut créer des incompréhensions. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, ça n'a empêché en rien la mise en place de projets dans lesquels le BIM est contractualisé. Et toujours pour parler de l'état du BIM en France, il faut parler aussi de l'état de sa compréhension par rapport aux participants au projet, par rapport aux professionnels que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui de la mise en place de ces processus? Aujourd'hui, la compréhension du sujet du BIM, c'est peut-être ce qui fait le plus défaut dans la profession en général, parce que comme on a commencé par se dire que le BIM c'était des technologies, puis on a cherché des normes qui n'existaient pas, puis on a été voir ce qui s'était fait à l'étranger, et on a vu que, par exemple, les pays comme l'Angleterre et l'Amérique sont très avancés de point de vue normatif. Et puis on a vu que il y a un BIM manager, un BIM coordinateur, et tout un tas de termes qui apparaissent de nouveaux mots qu'on connaissait pas avant, qu'on n'utilisait pas avant. On a fini par en être un peu tous perdus. Donc aujourd'hui, dans le panorama du marché français, quand on parle du BIM, on a une compréhension du sujet assez vaste et diverse. On peut comprendre que ceux qui font le BIM sont les opérateurs qui créent tout juste la donnée, ou bien on peut avoir une vision un peu plus large et comprendre que le BIM, c'est la création des données aussi en amont. Donc le management qui amène à cette création des données, qui donc gère des données, des technologies et des personnes autour d'une maquette numérique, des données 2D, des data,
des informations, à créer une unité exploitable qui permet d'avoir des bâtiments, des études d'un niveau qualitatif supérieur par rapport à ce qu'on faisait avant. Les compréhensions du sujet est diverse aussi parce que les attentes sont diverses et différents intervenants. On parle de qualité, on parle de mise en route d'un process, on parle des technologies. Donc peut-être on s'attend au départ que tout soit un peu magique, que tout aille un peu vite et on oublie que tout doit être d'abord réglementé par rapport au projet, aux intervenants de projet, et que donc pour démarrer un projet en BIM, on a des séances dans lesquelles on échange entre professionnels sur les besoins qu'on a dans l'utilisation des technologies qui sont là pour améliorer notre façon de travailler, dans l'utilisation aussi des process de management qui nous permet d'accéder mieux à l'information et donc de mieux la contrôler. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à ces sujets? Il se passe que le BIM management est devenu à la mode. Cette incompréhension donne origine à autant de BIM managers qu'il y avait hier de dessinateurs 2D, puisqu'on s'est dit il me faut absolument un BIM manager, mais on s'est peut-être pas posé la question en amont de qu'est-ce que c'est la profession ou le rôle, on va dire tout simplement le rôle du BIM manager dans un projet. Et on a tout un tas de confusions dans l'appréhension de ce sujet parce que le BIM manager, c'est la personne qui est en charge du sujet de la maquette numérique, donc qui a la gestion des données de la maquette numérique et qui est là pour faire en sorte que tous les intervenants d'un projet puissent travailler ensemble pour la création du projet, des données, des data, pour leur gestion, pour recréer les données d'un patrimoine existant, et ainsi de suite. Donc, comme le rôle vis-à-vis des data est assez important, on a commencé à se dire que déjà tout ce qui faisait de la 3D, pouvait être du jour au lendemain de BIM Manager, mais aussi on a commencé à se dire que le BIM Management, puisqu'on fait de l'organisation, on n'a plus besoin d'OPC parce que c'est le BIM Manager qui fait l'OPC. On n'a plus besoin d'économistes parce que c'est le BIM Manager qui peut extraire les données de l'économie d'un projet, des quantitatifs, des métrés à partir d'une maquette numérique. Et de confusion en confusion, on a oublié que le BIM Manager de base, c'est une personne qui est là pour jouer le rôle d'assembleur des professions, d'assembleur des connaissances pour les mettre dans un grand contenant, une plateforme, une maquette, un process qui permet à tout le monde d'interagir avec les informations. Le BIM Manager n'est pas là à la place du concepteur. C'est pas l'architecte du projet. Le BIM Manager n'est pas à la place de l'ingénieur qui fait les calculs. Le BIM Manager, il est plutôt là pour asséconder ses fonctions de facilitateur pour que le projet en BIM s'efface et que donc on arrive à réorganiser et à rendre qualitatif le projet. Pourquoi on en est arrivé à cette confusion et qu'est-ce qu'on doit du coup un peu corriger? C'est normal qu'on soit dans cet état de confusion quand on l'a dit, on n'a pas des normes à suivre. Donc quand on voudrait trouver vraiment un document unique à suivre qui nous dise comment on va démarrer en BIM, qui sont nos interlocuteurs, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois produire, effectivement sur les premiers points de départ, on est un peu laissé tout seul. On doit chercher les informations, chercher des projets qui ont déjà utilisé ces pratiques pour comprendre comment ça marche. Mais surtout, le sujet du BIM ne touche pas seulement une nouvelle construction et un projet qui démarre de zéro. Les sujets du BIM, il va toucher des constructions existantes, il va toucher des professions avec des façons de faire, des méthodologies de travail diverses, il va toucher des échelles de projets diverses. Il touche, comme on a dit, dès la maison à la ville, au territoire. Donc s'il touche autant des sujets différents qui ont des professions complémentaires mais distinctes, ça signifie que c'est un sujet qui ne peut pas être traité juste dans les cadres d'une mise en place d'une technologie à l'intérieur d'une entreprise et qui demande donc une étude transversale et très approfondie sur l'utilisation de ces données, sur la façon dans laquelle on se rapporte à ces données, sur les technologies qui nous permettent de le faire, pas seulement dans les cadres justement d'un projet, mais dans les cadres d'une entreprise qui s'engage sur un ou plusieurs projets en BIM. On l'a dit aussi, la problématique, c'est le langage. Il y a autant de définitions du travail d'un BIM manager, donc de ce rôle,
des possibilités de faire des contrats en BIM management. On peut être BIM manager d'assistance maîtrise d'ouvrage, BIM manager maîtrise d'œuvre, BIM manager d'exécution, et puis on est accompagné par des BIM coordinateurs. Sauf que le BIM coordinateur, ben, c'est un nom, c'est un rôle qui est porté également par la personne qui en interne à un projet, peut s'occuper d'analyse des maquettes. Mais ces mêmes rôles, ce même nom est porté également par le BIM manager d'une entité qui vient se rapporter, qui a rapporté sa méthodologie de travail au BIM manager d'un projet, et ainsi de suite. Donc forcément, quand on se trouve avec toute cette nouvelle terminologie, ben, on comprend les sujets des façons diverses. Et puis bien sûr, c'est quand même quelque chose de nouveau, même si certains d'entre nous de la profession pratiquent le BIM depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, quand il est arrivé en France, hein, à peu près au début des années 2000. Même si on a des professionnels qui pratiquent, la pratique n'est pas à toute échelle, ne s'est pas encore distribuée uniformément pour faire en sorte que sur chaque projet, on démarre tous de façon homogène. Donc sur un même projet, un grand projet comme un petit, on se retrouve à démarrer avec un niveau de compréhension, connaissance et de pratique très diverses, qui fait que finalement, peut-être sur un premier essai, on s'est trouvé un peu perdu face à la mise en place du process. Il faut donc aller de l'avant et trouver les bonnes solutions qui peuvent vous amener à mettre en place et à, on va dire, désacraliser un peu la mise en place du BIM sans en avoir peur. Et on peut les faire parce que aujourd'hui, on voit également que autour de nous, on a des technologies qui s'adaptent et qui s'adaptent de mieux en mieux à ce qu'on a à faire. Il faut leur laisser le temps, hein. Si vous imaginez, il y a juste 2-3 ans, certains logiciels très utilisés aujourd'hui ne communiquaient pas, même pas entre eux. Aujourd'hui, on arrive à les faire communiquer. Certains logiciels intègrent de plus en plus d'informations, de méthodologie de travail qui s'approchent à nos besoins. Donc, si on arrive déjà à passer le cap qui est celui, on va dire entre guillemets, qui fait un peu plus peur à tout le monde, aujourd'hui, ces caps, il évolue. Il faut quand même leur laisser aux éditeurs le temps de nous mettre à disposition des informations et des outils qui puissent s'adapter à notre travail. Il ne faut pas oublier qu'ils ne connaissent pas tous l'étendue de tous les métiers de la construction, du bâtiment, de l'urbanisme, de la gestion immobilière. Mais aujourd'hui, cette évolution, elle est en cours, ce qui portera à des améliorations comme nous, on a pu en voir d'assez remarquables ces 3-4 dernières années. L'évolution aussi du BIM, demain on va où? On va à l'utilisation plus large des données. Pour ceux qui pratiquent déjà la mise en place des process BIM, on parle déjà depuis quelques années, on a oublié dans l'acronyme BIM le B et on se concentre exclusivement sur le I et le M, les informations modélisées, c'est-à-dire que on est en train bien de réfléchir à comment ces datas qui sont un peu une source de pouvoir et de connaissances pour chacun d'entre nous par rapport à son ouvrage, mais comment est-ce qu'on peut les exploiter au mieux, pardon, aux grandes échelles, à une échelle territoriale, à une échelle de gestion des plusieurs bâtiments pour un même professionnel, pour une même équipe, sans que ça devienne ingérable, sans qu'on ait à chaque fois à revenir de la condition qu'on connaît aujourd'hui, que quand on cherche une documentation, quand on cherche une information, on ne sait plus où la chercher. Et là-dessus, on a des pratiques de travail aussi qui viennent conforter la mise en place de ces processus BIM, de ces nouvelles technologies et l'utilisation de ces données, puisque petit à petit, ces dernières années, il y a quand même eu un changement de la façon dans laquelle on se rapporte au BIM. C'est-à-dire que on a commencé tous à redescendre de notre petit nuage et à se dire, bon, on a à disposition une vraie machine de guerre. Mais c'est vous qu'on doit vraiment utiliser tous les pouvoirs, toute la potentialité de ces process qui peut nous amener de la qualité. Et en revenant un peu tous pieds sur terre et en redevenant un peu plus objectif, aujourd'hui on voit que les professionnels autour des pratiques du BIM changent d'attitude pour reconcentrer la mise en place de tout ce dont on a parlé jusqu'à là vers la résolution de vraies problématiques
que ce soit des problématiques de gestion des données ou des problématiques de projet, anticipation, par exemple, de réservation sur site sur un chantier, ou bien des problématiques de suivi d'évolution de projet et de suivi, par exemple, des calculs et connexion des calculs avec l'extraction de plans, avec la coordination de synthèse, avec les méthodes sur un chantier, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qui nous aide aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je vous le disais au départ, on n'est pas tout seul, puisque l'État nous aide bien à ces passages au BIM, et je considérais même qu'il nous aide à un passage au numérique, au sens beaucoup plus large. Numérique et BIM ne sont pas des synonymes, 3D et numérique ne sont pas des synonymes non plus. L'État nous fait passer, nous accompagne dans la compréhension de l'utilisation et de l'exploitation au mieux de nouvelles technologies dans nos métiers. Et bien, les BIM est une partie de ces passages. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on y est tous dans les technologies, on y travaille, on vit. Notre vie est en grande partie gérée par ça. Maintenant, pour pas perdre pied, il faut absolument que ces technologies répondent à nos besoins, que ces méthodologies de travail répondent à nos besoins, que les process qu'on met en place avec tous ces outils puissent nous aider à résoudre nos problématiques et à améliorer notre travail, la connaissance des informations au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Si je dois vous donner un conseil sur là où démarrer la mise en place du BIM dans vos métiers, c'est tout d'abord de le faire passer par deux niveaux. Un qui est celui plus facile à comprendre, celui du projet. On me dit, voilà, demain on commence un projet en BIM, je dois faire un protocole, une convention me permettant de démarrer un projet. Tous les professionnels autour de la table ne connaissent pas le BIM, ils vont se former pour le projet. Très bien, je pense qu'on est à peu près tous passés par là pour une sorte d'étape obligatoire. Cependant, cette étape, elle doit durer très peu, parce qu'il faut vite et rapidement comprendre que si on ne veut pas être victime de chaque projet qu'on va rencontrer, il faut en interne, dans sa propre entreprise, dans sa propre équipe, être formé et avoir des méthodologies à faire évoluer, à pouvoir présenter pour les mettre en comparticipation avec le travail des autres professionnels qui travaillent avec nous sur un projet. Il faut donc se former et il faut donc comprendre et mettre en place une stratégie managériale interne d'entreprise pour développer le BIM et pour préparer tous les professionnels de son équipe au passage au BIM. Ça ne signifie pas du tout que tous les professionnels vont commencer à modéliser, que tous les professionnels doivent apprendre à utiliser ces logiciels de modélisation. Ça veut dire plutôt que tous les professionnels de la chaîne de la construction, du projet ou de la gestion des infrastructures doivent connaître le BIM et savoir comment leur profession s'y rapporte à la mise en place de ce nouveau processus. Je passe. Alors, nous allons répondre maintenant à vos questions. Alors, nous avons une première question, donc je vais la lire de manière à ce que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit. Et donc, Annalisa, je vais vous demander du coup votre avis sur le sujet. Donc, c'est une question, donc je la lis in extenso. Pour le BIM, donc les volets modélisation économique et surtout culturelle seront fondamentaux pour s'imposer dans les faits. Un volume d'acteurs prescripteurs est nécessaire. Le BIM management arrive trop tôt. Il faut compter sur une progression de métiers existants, entre parenthèses architecte, ingénieur, asset, facility manager, comme une évolution digitale de celle-ci. Qu'en pensez-vous? Je vais répondre ou non. Alors juste, je vais dire juste un mot avant de passer la parole à Annalisa de Maestri. Euh, Aujourd'hui, toutes les branches professionnelles s'activent pour pouvoir faire monter le niveau de compétence générale des acteurs sur le BIM. Donc il y a des actions qui sont menées par différentes branches, différents OPCA qui financent la formation sur le développement d'offres de formation dans le domaine du BIM. Donc nous-mêmes les participants, mais d'autres acteurs également. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel en tout cas les différents acteurs qui sont concernés par le BIM s'activent sur le sujet et ce sera le cas notamment sur l'année 2017 où beaucoup d'actions de formation sont prévues par rapport à ça. Et je vais passer la parole à Annalisa.
Par rapport à la question, effectivement, il faut pour l'instant voir le BIM management comme un rôle. Donc c'est par rapport à votre question plutôt le rôle de celui qui va assembler effectivement les discussions des architectes, ingénieurs, asset et facility managers qui vont effectivement se mettre autour de la table et par rapport au digital commencer à rédiger. Parce que comme je disais, pour moi, le BIM est une partie de cette révolution digitale. On a été pour la partie bâtiment, construction, peut-être le moteur ces dernières années, mais on est une partie. C'est pas la seule partie qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Considérer que quand on rend un logement, ben, l'année prochaine, il faut rendre un logement avec un carnet numérique qui va avec. Carnet numérique, ça veut pas dire simplement, ça veut dire vraiment digital, transformation. Donc ça veut dire pour certains transformer même la façon dans laquelle on fait des facturations, parce que hier on le faisait de façon papier et demain on les fait de façon digitale. Ça peut sembler anodin pour certains, mais cette transformation signifie pour beaucoup de métiers de la profession un changement radical de façon d'apprendre les méthodologies de travail dans lesquelles, par rapport auxquelles aujourd'hui on est habitué. Alors, il y a d'autres questions. Une question, alors je la lis également. Donc, quelles sont les opportunités perspectives du BIM pour les collectivités territoriales en tant que maître d'ouvrage public? Alors je vais dire juste un mot et puis je vais passer la parole également à Annalisa de Maestri. C'est vrai que, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, au Moniteur, on voit arriver de plus en plus des acteurs maîtrises d'ouvrage public dans les formations qui cherchent du coup à apprendre le BIM et à comprendre du coup comment ils vont pouvoir définir leurs besoins dans les cahiers des charges, comment ils vont pouvoir imaginer la future gestion de leur bâtiment, leur construction en BIM et du coup les bénéfices qu'ils vont pouvoir en tirer. Donc il y a vraiment un besoin qui s'exprime autour de ça. Sur les collectivités, est-ce que vous avez un mot à dire en particulier? Pardon? D'accord. Donc sur les collectivités, voilà, vraiment c'est les opportunités perspectives. Aujourd'hui, il y a un grand besoin au niveau des collectivités, puisqu'on a également des offres de formation sur les collectivités, un grand besoin sur la connaissance du patrimoine des collectivités. Ça, si on parle d'opportunités là-dessus, c'est une opportunité énorme. Aujourd'hui, les collectivités sont en peine pour connaître et maîtriser leur patrimoine, qui est un asset très important et qui est aujourd'hui très très peu exploité par les collectivités. Et donc en ça, demain, travailler en BIM, que ce soit pour des nouveaux ouvrages ou pour des ouvrages existants, c'est vraiment quelque chose qui va apporter un plus pour les collectivités. Maintenant, il y a un vrai défi pour les collectivités, c'est la montée en compétence des acteurs au niveau de la maîtrise d'ouvrage public pour comprendre ce qu'est le BIM et comment ils vont pouvoir travailler avec des acteurs en BIM, acteurs qui pour la plupart du temps ont quand même globalement un coup d'avance sur eux sur la connaissance et la maîtrise du BIM. Une autre question, où en est-on attendez, ça défile. Voilà. Où en est-on des standards de données et process qui permettent à des environnements BIM de travailler ensemble? Alors, je vais passer la parole. Aujourd'hui, par rapport au standard qui nous permet de travailler ensemble, on est malheureusement un peu loin en France, puisque bah, si on a tous compris l'idée des standards qu'on doit utiliser, on n'a pas encore rédigé quelque chose qui nous permet d'avoir un document unique, que ce soit pour la modélisation, le niveau de détail, les formats à exporter, ainsi de suite, qui nous permet d'avoir quelque chose d'homogène sur tous les projets. Cependant, on arrive très bien à créer des projets qui aillent, comme vous demandez, de la conception jusqu'à la maintenance, en mettant en place des pratiques pour l'instant adaptées aux besoins du projet et bien sûr adaptées aux pratiques du client, par exemple dans sa maintenance, avec des formats des fichiers et des méthodologies qui aujourd'hui n'ont empêché en rien la mise en place d'un process complet. Par contre, pour ce qui en est précisément de la maintenance,
on a aujourd'hui des logiciels, des plateformes qui sont connectés et qui commencent à être très bien connectés au système global de la mise en place du BIM et qui permet par exemple de faire un suivi grâce à la maquette des données et des mainteneurs qui vont sur site, quand est-ce qu'ils y vont, qui peuvent travailler pratiquement entre guillemets en live avec nous puisque sont connectés à notre base de données ou à un système de communication et d'échange qui nous permet de récupérer les informations de leur travail comme si c'était un streaming pour vous donner un ordre d'idée. Euh, et là, du coup, je voulais me connecter voilà, à une question que j'avais vue sur les formats d'échange. Et donc, la question dit plusieurs formats des fichiers existants au niveau des plans demandés par l'architecte. Va-t-on vers un format unique exemple, Revit est-il le plus représenté? Ça dépend de quelle partie du projet on parle, de quelle phase d'un projet on parle. Il y a des phases des projets sur lesquelles on voit certains logiciels de conception dans Revit s'est positionné clairement comme les gagnants de la course. Et puis, quand vous allez dans des phases telles que l'exécution ou la gestion de patrimoine, mais on parle pratiquement plus de Revit, puisqu'on parle des données qui sont à l'intérieur de la maquette et qui donc peuvent être générées par Revit, mais peuvent être générées aussi par tout un tas d'autres logiciels techniques. J'en citerai juste quelqu'un d'autre pour être équitable. Si on pense en exécution, on va très bien utiliser du Katia, SolidWorks, Tekla BIMsite, Tekla pardon aussi, euh, parce qu'on a un besoin de logiciels techniques et logiciels techniques connectés à la fabrication. Donc là, Revit, c'est pas le logiciel qui est fait pour, avec lequel on peut faire ce type de travail, mais là, il s'impose pas. C'est pas le premier de la liste. C'est l'un des logiciels qu'on peut utiliser. Donc aujourd'hui, pour des questions diverses, on voit des logiciels prendre le leadership, mais ils n'arrivent pas à faire tous les métiers. Parce qu'en GMAO, voilà, en gestion de maintenance, on ne gère pas de la maintenance à partir de Revit. Donc il faut faire un peu aussi attention à quelle échelle et quelle phase de projet on parle par rapport à la mise en place justement d'un process BIM et aux outils. Et aujourd'hui, par rapport au format, on a plusieurs formats effectivement. On demande souvent dans les projets la mise en place, la restitution pardon d'un livrable en format natif et des formats export ou un format d'export. C'est assez variable selon les projets et aussi selon ce qu'on veut en faire, des données et quelle utilisation on veut l'avoir à la fin grâce à la mise en place de ces processus. De la première fois que j'ai mis. Alors, je vais en lire une autre question. Qu'en est-il de l'après, une fois le projet BIM réalisé et communiqué au MOA? Le MOA doit-il se munir des outils BIM pour avoir un suivi des évolutions de ses ouvrages? Si tel n'est pas le cas, comment reprendre un ouvrage qui a évolué n'ayant pas eu la mise en place, mise à jour en BIM? J'ai envie de dire que la plupart des ouvrages qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît dans un patrimoine, ne sont pas en BIM. Euh, donc, quand on démarre cette réflexion pour un maître d'ouvrage, de se dire comment je fais demain pour créer euh, ma base de données d'informations en BIM, eh ben, on peut partir des façons plus classiques par une constitution de plan 2D vers la 3D, parce que rien que ces premiers passages, quand les plans existent bien sûr, permettra de vérifier que les plans sont justes, chose qu'on n'a pas forcément pu faire lors du DOE. Parce que vous savez très bien dans quel état vous recevez aujourd'hui les DOE papier. Puis une démarche plus technologique pourrait être d'associer à du nuage de points de la 3D, pardon, à de la 2D des nuages de points et donc de la 3D. Une fois reconstitué le squelette 3D, on pourrait au fur et à mesure agrémenter les informations de la maquette et organiser les maquettes pour que si par hasard il y a sur une partie d'un ouvrage une étude de faisabilité ou une modification à faire, rien qu'en décoration, travaux d'intérieur, répartition des salles et ainsi de suite, on puisse extrapoler cette partie de la maquette et la mettre à jour en tant que maître d'ouvrage avec sa propre équipe ou la faire mettre à jour par d'autres intervenants, par les architectes qui vont faire l'étude des faisabilités et ainsi de suite. Le maître d'ouvrage n'est pas forcément le premier à devoir se munir d'un outil de modélisation BIM. Par contre, j'ai toujours conseillé au moins
des séminaires d'outils qui permettent la visualisation et le contrôle. Parce que c'est très important, on est sur un process dans lequel on redemande à tout le monde de se relationner avec les autres d'une façon plus ouverte, un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, dans laquelle les informations des uns ont une interaction directe sur le travail des autres. Donc je conseille aux maîtres d'ouvrage d'être au meneur jusqu'à la fin de ces process et de pouvoir avoir tous les armes nécessaires pour contrôler le fonctionnement. Pas forcément pour créer l'information, la modéliser, la modifier. De toute façon, c'est même pas à eux de le faire, mais pour pouvoir avoir un œil vigilant sur l'évolution du process en BIM et sur l'évolution donc des mises à jour et modifications. Il y a une question qui demande. euh, alors, il y a beaucoup de questions sur les coûts. Voilà, il y en a plusieurs. Combien ça coûte? Euh, alors, combien ça coûte? La mise en place du BIM, il ne faut pas l'apprendre. J'ai eu cette réflexion il y a pas très longtemps à une formation. On faisait ensemble le calcul de combien ça pourrait coûter une prestation et résultat des calculs, ça arrivait quoi? Je crois à 6% de la valeur d'étude. Euh, je vous dis ça, mais prenez la valeur juste pour un souvenir. Et la discussion n'était pas tant sur combien du pourcentage d'études ça valait et donc combien on aurait dû enlever au maître d'œuvre par rapport à la mise en place du BIM, mais plutôt si le BIM est une partie de la coordination, puisqu'il aide à la coordination, il faut faire plutôt une étude sur en coordination, combien on dépense, quelle est la valeur de la coordination, quelle part de cette coordination le BIM peut améliorer. Et à partir de là, on peut faire un estimatif, par exemple, en conception, tout autant qu'en exécution ou dans la gestion de son patrimoine, en trouvant qu'est-ce que le BIM peut améliorer. Il y a certes une partie de la note qui reste à ajouter aujourd'hui en plus, puisque hier, nous n'avons pas des logiciels, des plateformes BIM, des personnes faisant une gestion des data de l'origine à la fin du projet. Donc forcément, quelque part, il y a un coût additionnel qui est les coûts d'un ingénieur ou d'un architecte formé en BIM, BIM Manager, qui fait cette gestion. Selon les projets, elle est à temps plein. Selon les projets, peut être aussi, c'est limité à une journée par semaine. Tout vraiment dépend de la taille, de la quantité de renseignements qu'on a à contrôler. Mais quelque part, le coût du BIM, il est réabsorbé par le bon enchaînement des tâches des différents professionnels dans la mise en œuvre du process. Je vous donne un exemple. Le BIM, donc la maquette numérique qui sort du BIM, est une maquette qui peut être utilisée par exemple pour des rendus 3D. Alors si moi j'affronte le process BIM en disant aujourd'hui je fais la maquette et basta, et j'oublie que demain cette maquette va aller à quelqu'un qui fait donc ce métier d'infographiste pour me faire des beaux rendus professionnels à Guichard pour la vente de mon bâtiment. Et bien quand je vais me retrouver à ces passages, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le professionnel que j'ai en face, infographiste, il va me dire mais les données telles que tu les as organisées, moi je suis obligé de tout refaire. Donc, est-ce qu'on est réellement obligé de tout refaire? Non. Si on anticipe les besoins et on commence petit à petit à connaître les besoins de chacun des professionnels et on les intègre dans un process BIM et qu'on fait ça pour l'enchaînement des différents métiers, en réduisant la part de reprise d'informations, de ressaisie d'informations, on arrive en réalité à optimiser des coûts sur la mise en œuvre de toutes ces tâches et donc des livrables qu'on doit créer pour ces projets. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut affronter la question du prix, puisqu'aujourd'hui elle est très variable. Sur un projet de base, j'ai envie de vous dire que sur un démarrage de projet, quoique à n'importe quelle phase, on a quelques semaines ou mois selon la taille des projets dans lesquels on discute avec les différents intervenants pour la mise en place du process. Je crois de mémoire que même sur les plus grands projets, cette phase de démarrage n'a jamais dépassé les 2 mois. Et pour de plus petits projets, bah, au bout d'une semaine ou 15 jours, on est tous d'accord sur la mise en place du processus et on peut démarrer. Donc voilà, les prix dépendront également de ça. Alors, juste 2 mots, donc nous allons devoir terminer ce webinaire. Nous avons eu d'autres questions qui nous sont parvenues via le chat. Donc, bien évidemment, nous y répondrons par écrit, donc sur chacune des questions qui nous ont été posées. Donc, vous recevrez du coup un email dans lequel vous aurez la réponse et nous ferons donc cette réponse après le webinaire.
Je voulais tous vous remercier du coup d'avoir été en ligne et nombreux donc sur ce webinaire organisé par le Moniteur autour du BIM. Nous vous donnons rendez-vous donc en 2017, voire même en cette fin d'année, sur nos formations bien évidemment, puisque nous sommes également organisés de formation. Donc nous proposons toute une offre complète autour du BIM, à destination des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage, sur les entreprises de construction, sur la compréhension et la gestion de projets en BIM. Donc je vous invite à aller voir notre site internet, notre catalogue de formation pour pouvoir regarder ces formations. Et puis je vous dis donc une bonne fin de journée et un bon week-end. Voilà. Et je remercie Annalisa de Maestri de sa disponibilité. Merci.